Docteur Issa Asghari, bonjour. Bonjour. Merci de me accueillir chez vous et d'être l'invité de l'interview du vendredi. Merci aussi, je suis carrément dans, dans votre antre. Hein. Et dans quelques jours, vous serez fait CSK, vous allez recevoir la médaille, mais vous avez reçu la lettre signée du président de la République vers le 12 mars de cette année. Le 12 Donc, à mars. quelques jours du fameux confinement qui marque un peu cette année 2020. Oui, qui marque, oui, l'année. Vous avez déjà reçu des palmes académiques, mais ça Oui, c'est un peu plus oui, française, oui, oui. mais être fait CSK, Commander of Star and Key, c'est autre chose, n'est-ce pas? Oui, c'est autre chose. C'est euh, comme vous l'avez dit, j'ai déjà eu une décoration en 2004 de la France. C'est donc le titre de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. En fait, on m'a dit que c'est la plus haute décoration dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, le certificat que vous avez filmé là, la médaille, le certificat, c'est le ministre de l'Éducation qui signe personnellement, Luc Ferry. Oui, c'est publié dans le journal officiel. Bon, c'est-à-dire que pour moi, j'ai rien demandé, donc j'étais très content donc de recevoir. Parce que j'aime beaucoup la France, j'ai été boursier du gouvernement français, j'ai fait mes études en France, j'écris en français, je fais connaître les auteurs de l'expression française. Bon, alors donc j'étais très content. Donc et là, c'est cette décoration, le CSK me fait beaucoup de plaisir parce que là, c'est mon pays. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc mon pays, c'est Maurice. Et donc là, j'ai une décoration nationale du pays. Donc je suis donc très ému. Et bon, euh, comme on l'a dit, c'est pour un peu, c'est dans le domaine littéraire. Ah ben, donc je suis très content. Mais comme je vous dis, lorsqu'on fait quelque chose, c'est pas, il ne faut pas espérer de récompense, de médaille. On le fait parce qu'on doit le faire. Hein. Avec ou sans, on continue de le faire. Mais là, c'est tout de même, c'est une reconnaissance de la France que j'aime, et puis ici une reconnaissance de mon pays natal. Ça vous fait plaisir? Oui, énormément de plaisir, puisque c'est, comme j'ai dit, c'est que, bon, vous avez vu bon, les livres là-bas, donc je suis coordinateur du prix Jean Franchette depuis 1992. Récemment, j'ai initié, coordonné la semaine de Clésio, c'est à l'occasion du 5 au 9 octobre, à l'occasion de son 80e anniversaire, donc je suis très proche de lui, mais pas seulement de Leclésio, c'est d'autres écrivains, Tara Benjeloun, et même Bernard Pivot que j'ai rencontré grâce à Leclésio. Donc, et puis j'ai eu, pendant longtemps, je fais une émission à la MBC où je reçois, c'était ça, changer de nom, le dernier c'était Passerelle, où je reçois les auteurs mauriciens qui publient des livres, toute expression confondue. Donc ça fait des années que, je crois, vous le savez, que à la télévision, je fais un magazine télévisé des livres où je reçois les auteurs, mais c'est en même temps, c'est un peu un coup de pouce aux auteurs et aussi à la production littéraire mauricienne. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai fait en 2018, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance de Maurice, j'ai publié une anthologie littéraire. C'est Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours, préfacée par G.M.G. Leclésio. Je crois que vous l'avez filmé. Alors c'était ça. Il n'y a pas tous les auteurs, mais il y a déjà 66. On ne peut pas mettre tout le monde, bien sûr, parce que sinon ça aurait été encore plus volumineux. Et ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais 66, c'est déjà. Mais ce sont des auteurs que je connais, que j'aime aussi, là. Et voilà, ça fait déjà aussi, c'est volumineux, 364 pages. Voilà, ça aussi, je l'ai fait. C'est, en fait, dans ce livre, il y a le patrimoine littéraire du pays.
Voyez, donc c'est lorsqu'on fait ça, comme j'ai dit, vous faites des choses dans n'importe quel domaine, hein, c'est parce qu'il faut le faire. Alors si la reconnaissance vient, c'est tant mieux. Mais bon, là, la reconnaissance donc est venue. Oui, Elle est- exactement. C'est-à-dire de la oui. France. Quand vous êtes dans un univers qui est mauricien, vous avez parlé de le prix Jean Fanchette, qui est Oui, peut-être oui, le prix littéraire, oui, que mais quand vous êtes dans un pays comme la France, vous avez beaucoup de concours. il y a Il y a la semaine des concours, il y a les oui, Renaudot et oui, d'autres. oui. Il y a beaucoup de d'autres- prix, prix Goncourt, prix Renaudot, Médicis, etc. Et oui, donc il y a beaucoup de prix littéraires, de très grands prix littéraires. Et le Clézieux lui-même a eu le prix Renaudot, c'est ça qu'il a lancé, il l'a eu très jeune pour... donc c'est pour le procès verbal, mais donc ça aide à faire connaître l'auteur. Quel Mais est il y le a lien beaucoup- entre vous et Jean-Marie? Parce que souvent, je me rappelle la première fois, vous étiez à la pirogue, Oui, j'étais oui. là en port. Vous parliez, vous êtes très volubile quand il s'agit Oui, de oui. votre ami Non, Jean-Marie Leclézieux. simplement que je le connais donc grâce à Philippe Ray, qui est un petit peu un cousin de Leclézieux, les Ray, c'est Philippe Ray, et qui est éditeur à Paris, qui a maintenant les éditions Philippe Ray. Il travaillait aux éditions Stock auparavant, donc c'est un ami. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai rencontré Jean-Marie Leclézieux et sa femme Gémia, et lorsqu'ils étaient là, à Trou-de-Douce. Et donc, ben voilà, c'est vrai que on s'est rencontrés donc en 1997, ça remonte, ça fait déjà 23 ans. 23 ans 23 déjà, ans. on se connaît. Et puis moi, je rencontrais l'écrivain qui est connu, déjà prix Renaudot, c'est pas n'importe quel prix. Et puis je connaissais aussi ses livres, évidemment, donc j'avais pas tout lu. Donc, ben voilà, c'est Philippe Ray qui m'avait appelé, parce que quand je pars, soit je pars à Paris, je fais savoir à tout le monde que je viens, tous les amis, donc on se rencontre, ou alors, donc, s'il y a des gens qui viennent, donc on me fait savoir. Je reçois parfois dans l'émission. Mais là, Philippe Ray m'a dit que il y a donc que Jean-Marie Leclézieux et Gémia donc vont venir à Maurice. Voilà, donc il a donné, on ne se connaissait pas, mon nom et mon numéro. Et effectivement, je crois que c'est un dimanche, un appel, c'est Madame Leclézieux, Gémia, qui me dit que voilà, vous savez, on est à Maurice, voilà, on aimerait bien vous rencontrer, on est, voilà, tel campement à Trou-de-Douce, on fait un campement de la famille. Oui. Et puis, ben, j'ai dit oui, c'est Un honneur. oui, un honneur, ils sont là. Et alors, donc, vous voyez, c'est toujours Madame Leclézieux, pas Jean-Marie lui-même. Alors, donc, j'ai dit, très bien. Alors là, elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, un dimanche? J'ai dit, ben, aucun problème, on peut venir. Et puis, comme mon épouse, Sarojini, avait préparé, elle ne savait pas, un Briani, mauricien, ben, j'ai dit à Mme Leclézieux, écoutez, on pourrait apporter aussi là, parce que comme on parle, vous voyez, c'était aussi ça, c'était convivial. C'était pas pour parler de littérature. On est parti, il y avait aussi la fille qui est là. Je vais vous montrer la photo. Vous pourrez filmer ça. C'était la première photo. La première fois. Voilà, vous voyez, c'est là. La première, vous verrez ça. Et alors, donc, là-bas, ben, je dois dire que quand je l'ai rencontré, j'étais intimidé, bien sûr. Il n'y avait pas encore le prix Nobel, bien sûr. Hein, c'était en 97. Le prix Nobel en 2008. Alors j'étais un peu impressionné, intimidé, parce que qu'est-ce que vous allez dire à Jean-Marie Leclézieux, vous savez, vous faites attention à ce que vous allez dire. Et puis, bon, notre rencontre s'est passée comme ça, c'est ce que je raconte toujours à Philippe Ray, à tout le monde. Ben, on a marché sur la plage. On marchait là, sur la plage, on écoutait les vagues, on a échangé quelques mots. À peine. Donc, une rencontre très timide, très timide. Moi, j'étais intimidé, lui, il ne me connaît pas aussi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'est pas du genre de poser des questions, à parler, il n'est pas bavard, comme on dit, il n'est pas bavard. Hein.
Enfin, vous l'avez rencontré, vous le savez bien. Il n'est pas bavard, il n'est pas du genre un peu comme nous, tout ça, comment allez-vous? C'est pas, il est poli, mais pas bavard. Alors donc on a quelques, comme ça, phrases, Banalité. quelques phrases échangées, oui, mais tout de même pas banales. Hein, Pas banal. oui, oui, pas quand même, tout de même. C'était très, très là. Ben, c'était ça la rencontre. Et puis ils ont pris finalement, ils avaient le repas, ils ont pris Briani plutôt. Donc tout le monde. Donc c'est autour du repas que Oui, tout, non, non, toute repas c'était l'histoire. là. Non, repas, pour nous, on connaissait, c'était pas pour manger avec. Mais ils ont pris comme si le repas pour goûter. Mais ça a été ça. Et puis je lui ai donné un livre, qui était le. J'ai pas mis là-bas parce que c'est un livre. J'ai pas mis parmi là-bas sont les livres que j'ai écrits, édités. Mais l'autre c'est un livre j'avais participé. C'est donc études pluridisciplinaires sur l'exclusion à Maurice. C'est le président Kassam Lutim qui avait initié l'enquête. J'étais le coordinateur, j'avais participé à l'enquête et j'avais aussi hésité. Donc, ça a été publié par l'imprimerie du gouvernement. Donc, j'ai apporté ça et je lui ai donné. Et 97, c'est justement, c'était là, ça venait de paraître, je crois. Donc, je lui ai donné le livre. Je lui ai dit, c'est un petit livre, c'est sur l'exclusion. Il est très concerné par ça, la pauvreté, comme vous savez, l'exclusion. Et là, je lui ai dit que c'est un petit effort, vous savez, mais pour que les gens bougent, c'est pas les chiffres, c'est pas les enquêtes, c'est le cœur qu'il faut atteindre. Et ça, c'est les auteurs qui peuvent le faire. Pourquoi un auteur a ce devoir de toucher le cœur des autres? Parce que vous savez, vous pourrez parler de tout ça. Vous avez l'exclusion, voilà, tout ça, on lit. Ce sont des mots, finalement. Mais simplement que les auteurs, ce qu'ils écrivent, ils racontent, les gens lisent, ils sont beaucoup plus, vous savez, donc sensibles. Ce sont les auteurs qui ont ça. Donc, alors ce qu'il m'a dit, il m'a dit non, c'est important, les deux. Voilà, déjà. Il m'a dit, c'est l'autre aussi, c'est important. C'est-à-dire ces enquêtes, les chiffres, tout ça. Parce que vous parlez de misère, combien, tout ça, là. Ça va, très bien, les gens sont là. Mais il faut, comme on dit, c'est mettre la main à la pâte, il faut agir. Alors pour ça, c'est les chiffres même, tout ça, donc, ne suffisent pas. Ce sont les livres, ce sont les romans, les nouvelles, etc. Et les écrivains ont donc l'art de toucher comme si les gens, et surtout un écrivain comme donc comme Jean-Marie Leclésio. Mais Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à Jean-Marie Leclésio, le fait d'avoir un prix Nobel comment je veux dire, l'industrie du livre en Maurice? Peut-être l'édition, est-ce que ça a donné un peu un peps? Ou oui, enfin, bon, on est content, ben oui, c'est fini. Vous avez tout à fait raison de parler de l'industrie du livre, parce que vous verrez qu'il y a un livre que vous avez filmé, les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. Ça a eu le soutien du ministère de la Culture. Et d'ailleurs, à l'époque, le ministre de la Culture, c'est le président de la République. C'est lui, il était là-bas, donc c'est ça, j'ai eu le soutien pour faire ça. J'ai dirigé une enquête sur les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes. Justement, je parle de l'industrie du livre. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot industrie du livre. J'ai dit non, le livre, c'est aussi une industrie. C'est une industrie parce que c'est... Alors j'ai trouvé cette phrase, là ils étaient contents maintenant. Parce qu'ils sont un petit peu, vous savez, industrie, livre, vous savez, un peu embarrassés. Vous savez, industrie, comme si c'est un peu péjoratif, industrie. Je dis non, c'est une industrie, ça fait vivre donc les imprimeurs, les auteurs, les éditeurs, les diffuseurs, tout ça. Donc c'est une industrie comme une autre. Mais je comprends. Alors j'ai dit, voilà cette phrase. La culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà. La culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est un coût. Un livre, ça coûte. Parce qu'il faut investir. L'éditeur, l'auteur, c'est l'imprimeur, parce qu'ils vivent de ça.
Et puis après, un libraire, il vit de ça, de la vente des livres. Et même les critiques littéraires vivent aussi. Donc ça fait vivre beaucoup de personnes. Et c'est véritablement une industrie du livre. C'est pour ça qu'il faut, l'enquête c'était pour avoir les chiffres, parce qu'on n'a pas. Un petit peu comme ça. Alors donc c'est une enquête sur le terrain, c'est une enquête qualitative, c'est des entretiens avec des acteurs du monde du livre. Des acteurs, éditeurs, libraires, tout ça. Distributeur Oui, aussi. mais ici, c'était pas seulement le livre, c'était les pratiques culturelles, c'était tout. C'est-à-dire peintre, propriétaire de galeries, c'est tout. Donc le concert, tout ce qui est... C'était les pratiques culturelles, tout. C'est pas seulement le livre. Mais le livre, vous avez utilisé ça, donc voilà. Donc il fallait comme si faire ça. Et c'est pour ça que ça a eu le soutien du ministère, parce qu'on n'avait pas les données sur ça. Hein. On n'avait pas les données. C'est que, par exemple, des chiffres, on n'avait aucune idée. Par exemple, j'ai pris un grand éditeur, c'est Édition Le Printemps, qui est mon éditeur, qui a pu éditer plusieurs de mes livres, Édition Le Printemps. Et puis, il y a une grande imprimerie, c'est l'une des plus grandes qui a imprimé aussi mes livres, l'anthologie, les pratiques culturelles. C'est précigraphe, il n'y a aucun problème. On peut. Parce que c'est dedans, ils ont donné les chiffres. Et puis j'ai pris édition de l'océan Indien. Le chiffre d'affaires atteint 418 millions par an. 418, ils m'ont donné. Il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a rien à cacher. Mais j'ai demandé, donc ils étaient libres de donner ou pas. 418 millions. Le budget du ministère de la Culture. Le budget, vous pourrez voir, il n'y a rien à cacher, vous entrez sur le budget, vous verrez. Le budget, j'ai pas ça là, c'est à peu près 520-524 millions. Ça signifie que vous prenez un grand éditeur, un grand imprimeur, un autre éditeur, ça atteint déjà, c'est tout près. 1 milliard, 2 milliards. Non, c'est tout près. Tout près. Là-bas, c'est 418 millions, et là-bas, 520, 30, 40. C'est pas... On n'a pas pris tout, là. On a pris seulement... Ça signifie, et c'est ça que j'ai dit, c'était dans les médias partout, mais avec chiffres à l'appui maintenant, j'avais toujours dit ça. On le savait, pas lieu de faire une enquête. Le premier acteur sur la scène culturelle, c'est pas l'État. C'est le secteur privé. Regardez tout ce qui se passe. C'est que les concerts, là-bas, les expositions, tout ça, c'est pas l'État, c'est le secteur privé. Concerts, donc là-bas, donc c'est par exemple Paille, hein, les galeries, etc. Donc les livres qu'on publie, tout ça, mais c'est les éditeurs à compte d'auteur. Donc l'État, on a l'impression, comme il y a un ministère de la Culture, on pense que c'est l'État. Mais j'avais déjà dit qu'à Maurice, donc l'État n'est pas le principal acteur sur la scène culturelle en termes d'investissement. Là, c'est le secteur privé. Regardez d'ailleurs une journaliste à l'Express qui s'occupe de la page culture, il n'y a rien, on peut mentionner son nom, Aline Grohem, qui s'occupe de la page culture. Elle m'a dit que lorsqu'elle voit dans sa page, une page ou deux, les activités de la semaine. Mais lorsqu'elle regarde, la plupart, c'est du privé. Parfois, vous avez de l'État. C'est-à-dire, c'est les fêtes, les grandes fêtes. Les fêtes nationales. De novembre, etc. Donc, c'est ça, bien sûr, aussi. Mais le budget, donc, est limité. Mais qu'est-ce qui explique un peu que les Mauriciens, peut-être, dans une certaine sphère, ne sont pas intéressés par la lecture? La lecture, c'est difficile. Et donc, je pense que les Mauriciens, il faudrait parler de livres. Ils lisent. Parce que je pourrais dire un peu en plaisantant qu'ils lisent des SMS. Ouais, ils écrivent. En ce moment même, combien qui écrivent, qui envoient. Combien qui envoient des mails, etc. Donc, les gens écrivent, peu importe la langue. Les gens écrivent. La pratique de l'écriture, c'est là. De lecture aussi, parce qu'ils doivent lire ce qu'ils reçoivent, peu importe le support. Bon, il faut dire aussi que maintenant, j'en sais quelque chose à l'Open University, qui est une université online.
qui a beaucoup d'étudiants, je crois le plus grand nombre à Maurice. Alors donc que les gens aussi lisent sur l'écran. Ils étudient, ils lisent sur l'écran. Surtout avec tout ça, le confinement, c'était ça, tout passe par l'écran. C'est les cours passent par ça, et puis aussi la lecture pour lire. Donc ils lisent, c'est-à-dire qu'il y a une autre génération maintenant qui, les nouvelles générations, on va dire, qui ne sont pas comme nous, donc qui ont l'habitude donc avec tout ça, les téléphones, tout ça, les smartphones, de lire. Ce qui fait que le livre maintenant, il n'y a pas que le livre papier. Et c'est pour ça que maintenant il y a deux éditions. L'édition papier, l'édition numérique. Et par exemple, le dernier livre de Jean-Marie Leclésieux, Le flot de la poésie continuera de couler, c'est aux éditions Philippe Ray. Le livre est là-bas, ça a été dédicacé, mais il me dit, il attend le feu vert de la poste pour me l'envoyer. Vous voyez, donc le livre est là-bas dédicacé, il me dit, il attend le feu vert de la poste pour me l'envoyer. Par mail, on communique. Pas tous les jours, hein, il n'est pas du genre, comme ça, une fois. Alors moi, j'ai envoyé j'ai commenté ça, c'est pour faire rire un petit peu, aussi sourire. J'ai dit, mais si le flot de la poésie, on pourrait dire que le flot de la poésie a été interrompu par le coronavirus. Ouais. Mais il est certain qu'il reprendra, c'est certain. Donc L'année après, prochaine, après donc ça viendra, le livre. Alors donc, vous voyez, donc, et qu'est-ce que je vois? Le livre, on peut voir sur l'écran, il y a deux prix, 20 €, livre papier, prix papier, et prix numérique 12. Vous voyez? Donc même maintenant, le livre, il y a les deux versions. Donc les gens peuvent acheter, et d'ailleurs maintenant, les gens pourraient acheter lire online. Pas lieu d'attendre, parce que là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas beaucoup de vols. C'est le reconfinement. Vous voyez un peu comment pour illustrer ça. Donc, il faut dire que la nouvelle génération passe au numérique. Il y a encore un problème, l'important c'est de lire. Moi, je préfère le livre papier, mais peut-être d'autres, les nouvelles générations, donc les enfants, les petits-enfants seront peut-être plus à l'aise. Il n'y a aucun problème, l'important c'est de lire, comme je dis. Et aussi autre chose que je dis depuis bien des années, partout je vais dans les journaux, peu importe aussi ce qu'on lit, hein, je ne suis pas puriste. C'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il y a X qui lit des bandes dessinées, BD, les comics, comme on dit. Il y a d'autres qui lisent un peu Mills and Boons, un petit peu. Il y a des gens un peu qui sont un peu, je ne sais pas. Non, j'ai dit non, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de lire. Mills and Boons, si quelqu'un aime lire ça, il dit, mais c'est aucun problème. L'autre lit même des bandes dessinées, ça ne fait rien. L'important, c'est de lire. De lire d'abord, mais en même temps, aussi, il est seulement souhaitable que la personne passe à autre chose. Ne lise pas les BD toute sa vie ou Mills and Boons. Mais au départ, il n'y a aucun problème. Et moi-même, j'étais un grand lecteur de bandes dessinées, des comics, avec quelqu'un qui est décédé. C'est un camarade d'adolescence. On a grandi ensemble. À part lui, c'est James Bertie David, le docteur James Bertie David. J'habitais à la rue, dans le Ward 4, lui aussi, rue Barthélemy. Donc, on a été au collège ensemble. Et puis aussi, on se partageait les livres. Alors, je peux dire que Bertie David, James Bertie David, docteur James Bertie David, qui a maintenant même je crois, un collège qui porte son nom. Je peux dire, si les gens nous écoutent, hein, profs et élèves et tout. Donc, il venait, à la fin du mois, il m'a apporté, je crois, Black le Rock. Black, voilà. Et moi, je lui donnais Mickey, Rodeo. Voilà, donc, on échangeait. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter tout. Donc, mais de ça, je passe à autre chose. C'est qu'on se passait les livres. Un beau jour, il est venu, il m'a donné un livre. C'est un grand livre. En attendant Godot, de Samuel Beckett. En attendant Godot. Il a eu ce livre, il m'a dit ça,
qui nous fait te copie, me copie. On s'exprimait en créole, bien sûr. Te copie, me copie. Parce qu'on avait ça en emprunt. D'un certain Jean-Georges Prosper. 3 sommités, là. Oui, vous ne savez pas où il Où il était. était. Il m'a dit que ça, vous ne savez pas où ça. Il était aussi dans le World Cup. Prosper n'était pas connu, lui aussi peut-être. Donc jeune, peut-être Jean-Georges Prosper. Donc il m'a dit, il a eu ça d'un certain Jean-Georges Prosper. Et alors j'ai dit donc, pas Dieu, je vais le faire. Donc j'ai copié en attendant Godot du début à la fin. Vous avez vu comment du BD, Black Mickey, on passe à autre chose. Après, et il a fait le billet à Maurice et il a fait un doctorat en lettres modernes. Et donc, pour moi également, mais la maîtrise, c'était à Nice en lettres modernes, et le doctorat, c'était en linguistique. J'avais changé de là pour passer donc à linguistique. Le doctorat, c'est donc en linguistique à Paris 5. Vous voyez, donc c'est pour raconter que la lecture, peu importe ce qu'on lit, et peu importe le support désormais. L'important, c'est de lire. Bon, j'ai déjà dans l'étude sur l'exclusion, on a donc le chiffre dedans. On a le chiffre, il y a une grande majorité, c'est toujours les gens qui lisent, c'est une minorité, toujours minoritaire on va dire. Hein, c'est ce que... Mais il y a encore problème parce qu'en France aussi, c'est le cas aussi. Hein, c'est que les gens... Alors la question que j'avais posée, dans l'enquête pour l'étude sur l'exclusion, et j'ai posé la question aussi dans les pratiques culturelles. Et j'avais posé là-bas la question. Là-bas, j'avais demandé ceux et celles qui lisent. Donc, combien de livres vous lisez par an? Voilà. Combien de livres vous lisez par an? Alors, pour l'étude, le dernier là, parce que j'ai actualisé un peu, parce que l'autre c'était 97, donc là c'est 2018-19. Alors toujours combien de livres vous lisez? Donc c'est à 0, on va dire à 10, 0, 0, rien du tout, à 10, et puis 10 à ça, j'ai oublié un petit peu dans le livre là, c'est 10, 15, 15, 20, etc. par an. Peu importe quel livre, combien de livres vous lisez? Et j'ai dit que les livres à part professionnels, hein, c'est-à-dire pas manuels, à part, la lecture à part. Hein. Donc, c'est alors, donc, vous voyez, j'ai écrit, bon, évidemment, donc toujours, c'est majoritaire, le plus grand nombre, évidemment, mais il y a aussi, donc, les personnes qui lisent, il faut augmenter. Oui, mais ce qui est là, ce qui est un peu un danger, c'est que pour les enfants. Alors, ça aussi, je l'ai dit, puisque j'ai travaillé pendant des années au MAI. J'étais chef du département de français, j'étais professeur associé, j'ai travaillé au MAI à partir, je crois, de 90 à 2006. Donc, je connais aussi comment ça se passe, c'est-à-dire c'est l'enseignement, les profs que j'ai formés, là. Plusieurs, donc à tous les niveaux, hein, primaire, secondaire et même niveau pour le PGC, les profs de français qui avaient déjà donc un degree, parce elles viennent pour le postgraduate certificate in education. Il y a beaucoup de recteurs, de rectrices qui étaient mes élèves. Donc je connais un peu le problème là. Alors il faut dire que pour les enfants, ça commence à la maison. Il faut qu'il y ait des livres à la maison. Peu importe de dire un papier ou pas, mais il faut que ça commence à la maison. Il ne faut pas dire c'est à l'école, c'est les profs. Ils vont faire ça là-bas, mais ça commence, l'amour de la lecture, là. Lire pour lire, comme on dit. Lire pour étudier après, mais lire pour lire, ça commence à la maison. Mais si vous permettez, docteur Issa Azghari, il faut que papa, maman lisent, parce qu'on sait que le petit enfant, il imite. Exactement. Il imite. Si dans l'âge critique, c'est-à-dire de 1 an à 4 ans, le papa ne lit pas, il est en train de jouer sur la PlayStation,
Vous n'allez pas me dire Exactement. que... Ah exactement, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, parce que j'ai vu à La Réunion, à Saint-Denis, dans un hôtel, bon, j'ai des amis, mais j'étais à l'hôtel pour aller à... Il y avait un séminaire à l'université de La Réunion, donc j'étais à Saint-Denis, un hôtel là, tout près, mais j'ai vu quelque chose, un spectacle extraordinaire. En prenant le petit déjeuner, j'ai vu une dame avec son fils, petit-fils, et jeune, je ne sais pas quel âge, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas à peu près, mais bon, là, qui était là. Et j'étais là, je regardais, donc elle était là, elle avec son téléphone, elle parlait sans cesse, et le petit là, c'était avec son aussi, donc là, il jouait, c'est PlayStation. Hein, et là, c'est-à-dire qu'il regardait, et moi j'étais là, donc c'est extraordinaire. Donc à un moment donné, elle s'est levée, je dis bon, peut-être là c'était mis. Non, elle est allée là-bas pour aller fumer une cigarette. Elle va fumer une cigarette, elle revient, et puis toujours au téléphone, et puis à côté elle a la paix, on va dire. L'autre là est occupée. Tout ça, mais ça vous savez que c'est partout. Alors si c'est comme ça, alors là l'avenir est donc est très sombre. C'est-à-dire que Quand je regarde vraiment dans ma famille, je parle de mes petits-enfants, je sais que je vais me faire gronder. Mais c'est ça, c'est qu'on... La petite fille, bon, elle a une télévision, elle choisit YouTube, elle va regarder sa petite série, elle va pas être intéressée pour prendre... comme nous, à l'époque, on avait peut-être Enfance mauricienne, Rémi et Marie, ou les histoires... tout ça. c'est-à-dire, mais ça commence, il faut, soit si par exemple vous avez des parents, ça peut arriver qu'ils ne sont pas lettrés. Ça peut arriver, une famille, donc aucun problème. Mais ce qui est important, c'est de donner des livres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de donner des livres papier. C'est le plus important, je pense. Et aussi, donc là, si les parents donc, sont lettrés, donc sont allés à l'école, donc ça lit et écrit là, c'est de raconter, de lire aussi. De lire. Les comptines? Oui, les comptines, c'est oui, un... oui, de lire. Ça commence par là? Ça commence, oui, bien sûr, de lire. Alors je dois dire que pour moi, c'est que il y a eu toujours, j'ai toujours été entouré, mais j'ai un frère aîné, Aziz, Qui est bien connu. oui, et qui était dans dramaturge lui-même, ce qui fait qu'à la maison, environnement, il y avait déjà des livres que je ne comprenais pas, mais c'était ça. Et puis il faut dire que ça vient de vous-même aussi, hein. C'est pas seulement. Donc, mais il y avait un environnement où il écrivait et tout ça, mais avant il y avait des livres seulement. Donc c'est que je crois que j'ai été aussi très tôt, j'ai vu un manuscrit d'écrivain, c'est-à-dire son manuscrit. Son premier roman, c'est Man in Hiding, il y avait le manuscrit. Il avait réécrit, hein, c'est-à-dire plusieurs fois. Là, alors j'ai pu voir très tôt un manuscrit écrivain. Donc le livre a été publié. Man in Hiding, c'est une histoire policière en Allemagne, mais le manuscrit. Ce qui fait que j'ai été en contact avec le manuscrit écrivain et aussi là, mais l'environnement. C'est très important cela, mais encore une fois, je dirais que peu importe si on lit sur l'écran, comme là c'est un peu, mais pour les petits, il faut à tout prix donner des livres. Et c'est pour ça que on a une fondation pour l'interculturel et la paix. Ça a été fondé par Jean-Marie Leclésio, moi-même et mon épouse Sarojini. Et en 2009, il a eu le prix Nobel en 2008. La fondation est très active à Bambou depuis 2009. Hein, tous les samedis elle part. Hein, tous les samedis. Alors là-bas, on a un programme livre pour tous. On donne des livres aux enfants démunis à Bambou. Il y en a beaucoup. On donne des livres de fiction. Voilà, des livres de fiction, on donne. Et quand Jean-Marie Leclésio vient à Maurice, il ne rate jamais l'occasion d'aller là-bas. Au moins une fois avec les enfants. Alors on donne des livres, ces enfants n'ont non seulement pas de livres, c'est les livres à l'école, parfois à manger même, une fois là, mais là ces enfants ont un livre de fiction. Vous voyez, une fois d'ailleurs on avait fait ça là-bas, les journalistes étaient venus, et puis ils ont pu voir, je crois Aline Grohem qui était là, et tout le monde.
on a pu voir une fille qui vient et elle reçoit un livre de Jean-Marie Le Clézieux, le prix Nobel. J'ai même fait un commentaire humoristique. J'ai dit moi-même, j'ai jamais eu. Quand j'étais petit, d'un peu. Mais alors ça, c'est capital, ça. Vous avez bien dit, parce que vous avez cité le mot environnement, vous aviez Oui. votre environnement de vos Oui, frères qui est un exactement. dramaturge Oui, connu. oui. Mais vous aussi, vous étiez dans un cocon, Oui. le Wildcat. Alors, Oui, si oui. le Wildcat, j'ajoute James Betty David, il y a la famille Monique, Prosper, Edouard oui. Monique, il y a Monique. Prosper. Il y avait aussi- C'était l'intelligentsia de Maurice qui se trouvait dans cette Il y a partie de la un autre capitale. aussi là-bas, Ramesh Ramdeyal. Voilà, Ramdoya Le lui, si j'ai futur oublié. directeur du MAI qui a été un peu mon directeur. Ramesh Ramdeyal était là-bas. Et puis, donc, il y avait donc tout ça. Donc, je pense que le World 4 aussi, donc, ça a été, c'est autour aussi. Et donc, et puis, très tôt, je fréquentais la bibliothèque municipale. Hein, j'ai lu, je crois, tous les livres de... c'est Agatha Christie. Ça, c'était plutôt... Je lisais les livres d'Agatha Christie, mais ça, c'était plutôt ma belle-sœur, la femme d'Aziz René, qui aimait acheter les livres. Je lisais ses livres, mais en même temps, là-bas, c'est Simenon. Oui, donc j'ai lu tout, mais c'était là-bas. Et puis je fréquentais aussi, c'est important très tôt, j'allais seul, je prenais des livres au musée. Il y avait une bibliothèque en haut, le musée de Port-Louis. C'est à l'époque, il y avait une bibliothèque, et donc j'allais là-bas prendre des livres. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré pour la première fois Jocelyn Chanlao, Ouais, historien. historien. Et là, c'est un peu plus tard, mais je fréquentais ça, donc bibliothèque municipale. C'est un endroit où j'allais, où je prenais des livres pour lire, pour le plaisir, comme je viens de dire Simenon, tout ça. Encore une fois, je lisais tout, je viens de dire comique. Mais après, donc, vous savez, c'est ce passage, mais il est capital, là. Et puis, il faut aussi voir le livre, hein, le prix du livre. Parce que le prix du livre aussi, c'est élevé, c'est pour ça que c'est donné des livres. Alors là, je lance une idée dans l'émission. C'est en même temps un scoop pour vous. Je lance une idée. Là, j'en ai parlé à un écrivain seulement, mais là, je lance publiquement, c'est sur ça. Ça peut être, c'est sur YouTube, ça peut être vu partout. Je vais signaler aussi l'émission, donc ça peut. Voilà. En France, il y a François Bunel, qui est l'animateur, qui est connu de la grande librairie. C'est un peu l'héritier de Bernard Pivot. Alors François Bunel a lancé ça, un petit peu cette idée. On pourrait reprendre ça ici. Là, il demande un peu à celles qui lisent, qui achètent des livres, lorsqu'ils vont dans une librairie, ils font des achats. Est-ce qu'ils pourraient acheter un livre pour les jeunes, pour d'autres? Et puis, ils laissent le livre, ils donnent donc à la caissière. Ils donnent ça donc à... C'est là. C'est-à-dire, ils achètent un peu un livre en plus qu'ils donnent là. Et le libraire va envoyer ça à des associations qui viennent en aide. Et là-bas, ils donnent des livres. Ah ben, c'est un peu ce qu'on fait ici, là. Mais seulement on fait ça là-bas, c'est que la fondation a donc un peu un financement de firmes, etc. C'est un peu ça, parce que vous faites tourner. Alors il n'y a pas que les livres qu'on donne, parce qu'on a vu qu'ils ont des problèmes à lire. Donc il y a des ateliers de lecture. Et puis, on va plus loin, des ateliers d'écriture. Et là, la fondation, mon épouse a déjà tous les têtes, ces filles qui viennent là, c'est un peu niveau primaire, qui sont un peu, on vient de dire, c'est milieu aussi démunis. Les démunis, ça ne signifie pas pauvre. Démunis, ça peut être le père travaille, mais il a 5, 6 enfants. Dans ce sens, la famille est financièrement démunie. Ça peut être ça, ne signifie pas que c'est pauvre, pauvre. Non, non, ça peut être ça. Démunis, c'est dans ce sens. Alors, donc, là, elles ont écrit. Et ça va paraître. Je pense que c'est un recueil de contes. Donc, ces filles ont reçu un livre, donc lisent, atelier de lecture,
d'écriture, c'est par Amarnath Sen, qui donne un coup de main. C'est aussi mon épouse. C'est le samedi, tous les samedis. C'est là-bas. Donc vous êtes à fier Bambou. de ça? Oui, De parce ça, que de... ça concrètement, oui, bien sûr, ça a été donc c'est la Fondation pour l'interculturel et la paix. Et donc c'est à Bambou, déjà il y a beaucoup. Tous les samedis, donc là il y a ça qui sera publié. Donc elles écrivent, mais aussi il y a des ateliers aussi, parce qu'il y a aussi le plaisir de slam, atelier de théâtre, par Gaston Valainen, qui va là-bas, qui est payé, hein, qui a un cachet bien sûr, pas là. Simplement que la fondation donc reçoit un peu, est aidée par le CSA aussi. Voilà. Donc on a parlé donc longuement de lecture, mais en même temps j'ai parlé aussi de moi. C'est un peu ça. Qui est le sujet, qui est un peu le sujet de... le aussi, sujet. J'ai raconté un petit peu, oui. Dernier sujet, peut-être, souvent je vous écoute, je vous suis depuis de bonnes années, vous avez le mot interculturel. Sur vos livres, il y a toujours... Est-ce que ça avance, oui, ou on est au statu quo, ou c'est pas au millimètre? Alors, oui, je crois que vous avez bien trouvé. La question que vous posez, vous êtes très très au courant. Donc vous avez trouvé les mots exacts. C'est un peu comme au début là, de l'entretien. C'est une bonne question. Oui, on a déjà créé la Fondation pour l'interculturel et la paix, 2009. Il a eu le prix Nobel en 2008. Et mais avant ça, le Nobel il avait préfacé l'essai. C'est l'un des livres les plus importants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de livres. Ça, ce sont des livres que j'ai écrits personnellement, ou alors à deux, trois, ou que j'ai édités. Mais j'ai écrit dans des livres collectifs, beaucoup. Hein. Il y a tout un rayon ici. Alors, donc, le livre L'interculturel ou la guerre a été préfacé par le Clésieux. Voyez. Donc, il a préfacé le livre, et en même temps, ce qu'on a créé la fondation, c'est l'auteur, le préfacier et mon épouse, Sarojini. Donc, vous voyez un peu, c'est lié, là, pour l'interculturel et la paix. Et puis, on a fait beaucoup, comme vous dites, là, j'ai beaucoup écrit. Et là, il y a le livre sur le Clésieux, JMG Le Clésieux, militant de l'interculturel. Alors, à l'Open University, on a créé aussi un centre de recherche sur l'interculturel, CRI. Oui, ça existe. Hein. Mais encore une fois, c'est pas, ils vont créer un certificat en éducation et médiation interculturelle appliquée. Ça n'a pas vu le jour, mais c'est là. C'est-à-dire qu'il tient à ça, le directeur, le président du conseil. Certificat en éducation et médiation interculturelle appliquée. Donc on a une fondation là-bas et on ne rate jamais l'occasion de plaider pour l'interculturel, ici à Maurice et ailleurs. Hein, parce que vous verrez qu'il y a aussi un livre, Intercultural and the Arts. Oui. Et ça, on a été invité aux États-Unis à l'université de North Carolina. Donc on a été, Jean-Marie Leclésieux, moi-même, Gémia Leclésieux et mon épouse, on a été invités. On avait invité les deux là-bas. Et donc le titre c'était The Intercultural and the Arts. Why Interculturality? Donc on a été là-bas, c'est sur YouTube, ça dure 1 heure, notre intervention en anglais. Et donc, c'est-à-dire qu'on parle de ça pas seulement ici, un peu à La Réunion aussi, un peu partout. Dans le petit, là, je vous donnerai un exemplaire, vous verrez. Donc on a été, enfin, c'est une phrase de Leclésieux, c'était un peu avant de recevoir le prix Nobel. Il était en Suède au Grand Hôtel de Stockholm. Il avait dit cette phrase, je suis un peu un militant de l'interculturel. C'est ça que j'ai illustré. Cette phrase, j'ai illustré ça dans ses écrits, ses romans, ses nouvelles, bien sûr, ses essais, tout ça, mais aussi dans sa vie. C'est-à-dire les deux, pas seulement dans l'œuvre. Alors l'interculturel, où on en est où, vous savez, la situation en France, mais partout dans le monde, vous savez que c'est de plus en plus nécessaire. Hein, on a écrit l'interculturel ou la guerre. Donc vous voyez que c'est plutôt de l'autre côté. Ça progresse. Mais bon, comme vous avez dit, pas ces millimètres, évidemment, c'est que
c'est là, mais bon. Mais il y a aussi quelques bonnes initiatives. Il y a l'université de Maurice cette fois-ci. Là, je vais parler de l'Open University, ce certificat qui, j'espère, va voir le jour l'année prochaine. Et puis, à l'université de Maurice, il y a déjà un diplôme qui existe, mais ce n'est pas connu. Je suis un peu étonné que les médias ne sont pas au courant. C'est simplement qu'ils ne font peut-être pas assez de publicité, ils n'en parlent pas suffisamment. Alors, à l'université de Maurice, il y a le Conseil des religions de Philippe Goupil. Il y avait un diplôme, un certificat, c'est un diplôme à 3 ans. Ça s'appelle Diploma in Peace and Interfaith Studies. Ça existe à l'université, Diploma in Peace and Interfaith Studies. C'est le Conseil des religions qui a trouvé le financement pour payer les profs, et c'est l'université de Maurice qui accueille. Si on peut-être deux petites questions. On a parlé de Pivot, on a parlé PPDA, vous avez parlé de l'autre la librairie, vous-même vous animez une émission. On va parler quelques secondes, notre ami Finet Salès, il est complémentaire à ce que vous faites au niveau de Dimanche Culture à la radio? Oui, mais je ne cesse de dire, Finet aussi est un ami de longue date, de pour lui, et de pour lui aussi. Parce que lui, il habitait, son père habitait là, qui était enseignant, comme mon frère, Aziz, se connaissait, à De La Salle. Hein, c'est l'école de La Salle, c'est une grande école, du Champ de Mans, les deux étaient là-bas. Mon frère enseignait au début, primaire. Après, donc on se connaissait. Et il habitait tout près du cinéma Vénus, ces routes-là. Donc on a aussi, j'étais beaucoup plus proche de Finet, mais on se connaissait aussi. Alors donc le Finet, oui, il fait une excellente émission, Dimanche Culture, qui existe depuis des années. 500e, on est à la 500e. Oui, chaque semaine, il est là, il fait l'émission. Ses livres, ses cultures en général, il me reçoit, toujours. Donc tout ce que j'ai fait, donc même le dernier, tout ce que j'ai écrit depuis que ça existe, c'est ça que je ne cesse de dire, qu'il y a une émission à la radio, ça existe, il faut saluer cela, le travail qu'il fait. Et donc c'est un ami de longue date. Et puis, c'est ce qu'il fait. C'est votre critique aussi, hein? Il est là pour critiquer. Oui, c'est votre critique. Mais bien sûr qu'il faut aussi, mais bien sûr. Parce qu'on écrit, il faut qu'il y ait aussi donc des commentaires avant et après. Bien sûr, on me sollicite aussi pour les commentaires critiques. Là, j'ai un livre, Violence des idoles, de Gérard Guisbé, qui est en France. Il m'a envoyé finalement par mail, là, mais j'ai fait imprimer. Hein. Je ne peux pas le lire sur l'écran. C'est à peu près 400 pages. Il m'a demandé de préfacer le livre, Violence des idoles. Et il y avait violence des hommes, violence des dieux, violence des idoles, 400. Mais j'ai accepté, c'est un essai, là, mais 400, c'est un français. Hein. Il est là-bas, donc le voilà. Et donc on me demande aussi donc, de préfacer parfois des commentaires des auteurs mauriciens. C'est pas seulement quand le livre est prêt, il m'envoie, mais avant, parfois, il me demande des commentaires critiques sur le livre. C'est, je dirais même, il y a quelqu'un, il n'y a rien caché, si jamais il écoute, c'est Jean-Claude de Lissac. Oui, lorsqu'il avait écrit Passion politique, il m'avait appelé. Il m'avait dit que si je peux jeter un petit coup d'œil et faire des commentaires critiques sur le livre Passion politique. Pas tous les livres, ce livre en particulier. Et puis il m'a dit aussi, tu me dis aussi combien je te dois. Je dis, Jean-Claude, parce que j'écris, je collabore à l'Express. C'est lui qui m'a demandé d'écrire. C'est lui qui m'a demandé d'écrire. Je dis, mais c'est grâce à toi que j'écris, mais tu ne me dois rien. Donc alors il m'a envoyé, et puis j'avais vu des choses aussi à revoir. C'est des commentaires critiques que je vais faire, là, des choses un peu à revoir. J'ai dit, attention, il n'est pas content. Peut-être il m'a dit, vous savez, c'est psychologique là, il m'a dit il a demandé des commentaires critiques, mais peut-être au fond il n'aimerait pas les lire. Vous comprenez là, là. Alors je l'appelle, j'ai dit voilà, j'ai terminé, il y a des commentaires critiques sur la forme et le contenu. Et même parfois sur la langue même aussi, là-bas, des trucs d'ordre historique, des dates, ce qu'on dit, ce que j'ai lu là.
C'est là, il m'a dit, mais c'est pour ça que je t'ai donné le livre. C'est des commentaires critiques. Et même sur la langue, j'ai écrit là, rapidement. C'est un maître de la langue lui-même. Hein. C'est ministre, maire, etc. Donc le directeur, patron de l'Express en même temps. C'est, mais il m'a dit, même la langue, s'il y a n'importe quoi, virgule ici, tu sais. Grammaire, orthographe, tout y est passé. Bien sûr, ce qu'on écrit, ça arrive. Alors voilà, donc après j'ai envoyé, et puis après, pour même ça aussi pour la langue, donc il m'a dit, non, envoie, aucun problème, qu'il n'avait pas le temps, il a écrit. Voilà, donc il y a ça également. Préface, commentaire, critique. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé presque à la fin de l'émission de Teresa Ascarali. Le livre que vous allez offrir pour la Noël, on est à un mois de la Noël, à n'importe quelle personne, peut-être c'est fidèle lecteur, votre épouse, votre frère, un membre de la famille, c'est quoi le livre que vous aimiez offrir de tout cœur? Alors pour moi, il ne faudrait pas demander un livre, mais peut-être 10, 20. Non, peut-être le livre, la liste est longue. Alors là, vous parlez de quelque chose, j'aimerais bien en parler. C'est tout à l'heure, vous pourriez filmer ça. Là, il y a dans la bibliothèque un petit rayon, et ça c'est pour mon petit-fils. Il a 2 ans et 9 mois. Bon. 3 ans. 3 ans. Il regarde bien sûr la télé aussi. Bien sûr, c'est comme tout le monde, on regarde ça, les dessins animés, tout ça là. Bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr, sur iPad aussi. Il regarde, mon épouse, sa grand-mère, il regarde comme tout le monde. C'est là. Il va donc, bien sûr, à la garderie où il y a aussi tout ça, c'est tout ce qui est papier sans doute, mais pas que ça. Hein, les danses, les chants, tout ça. Mais il y a aussi donc les livres. Il a pris l'habitude déjà. Et à tel point que on achète toujours des livres et son rayon est ici. Il sait, c'est à lui. Donc déjà dans la grande bibliothèque de grand-père, oui, il y a sa place. déjà sa place. Ici. Il sait, c'est là. Il dit son nom. Alors Yann, c'est ici, c'est livres. Il prend, voilà, tous ses livres, c'est rangé, pas beaucoup. Et donc, sa mère a acheté tel livre. Par exemple, ici, c'est les couleurs à toucher, les animaux à toucher, etc. Une série. Hein. Elle a acheté un, moi j'ai acheté 4 pour compléter la collection. Vous voyez un peu, toucher, tactile. C'est aussi ça, visuel, avec son. Parfois, on appuie sur ça. Un livre, papier, vous appuyez, ça, vous savez très bien. Alors, donc, je pense que ce soit un livre pour lui. Mais bien sûr, c'est pour, si un livre à offrir, s'il y a quelqu'un à offrir un livre, c'est peut-être le livre, si ça arrive à Maurice, donc ce serait un livre, l'avant-dernier livre de Luc Lézieux qui s'appelle Chansons bretonnes. Le dernier, c'est le flot de la poésie sur la dynastie Tang, en Chine. Oui, en Chine, oui. Mais l'autre, c'est Chansons bretonnes. Il raconte aussi un petit peu aussi, c'est un peu comme il le fait, parce que vous savez qu'il vient de la Bretagne. Luc Lézieux est une famille bretonne. Ça vient de la Bretagne. Et il a une maison là-bas. Et donc là, il raconte un peu la Bretagne et lui. C'est un petit peu, on va dire, c'est pas simplement un roman. Hein, c'est pas chanson bretonne, c'est un peu ça. Donc je pense que, voilà, c'est un livre peut-être à donner. Les gens seraient contents de recevoir un livre d'eux, là. Et puis en même temps, c'est dans ce qu'il a écrit, c'est un livre très important, Chansons bretonnes. Parce que parfois, il parle de lui-même, mais un peu déguisé, on va dire. Hein. C'est pas autobiographique, mais ici, c'est donc Chansons bretonnes. C'est chez Gallimard. Et donc, mais pour moi, c'est un livre à donner, mais peut-être un livre à donner à beaucoup de personnes. Donc ça fait plusieurs livres. C'est pas une personne. Si je pouvais, j'aurais donné un livre. Quelle est la population? 1 200 000 à chacun.
Si je pouvais, hein. Si j'étais, peut-être, j'avais la fortune de Jeff Bezos ou Bill Gates. J'aurais donné un livre et selon l'intérêt de la personne à chacun. C'est du travail. C'est Il y a du 300 000 travail. personnes. Oui, oui. Donc, voilà. Docteur Issa Asghari, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir rencontré. On va se rencontrer dans quelques jours. Je pense qu'il y a peut-être la belle soirée, la belle journée que vous allez passer en compagnie du président. Plus il y a quelques sorties de livres dont un de l'Estrac aussi, on parle. On va sûrement se rencontrer Oui. sur le prochain livre de Jean-Claude Oui, L'Estrac. oui, oui, certainement. Oui, ben, merci beaucoup, merci d'être venu. Et c'est un plaisir donc de bavarder avec vous. Voilà, donc merci encore une fois d'être venu.